Hier, nous avons vu sur l'immobilier neuf les causes structurelles de la crise des promoteurs immobiliers. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les causes conjoncturelles. Mais vous allez voir qu'elles vont peut-être se manger l'une l'autre. Évidemment, sur l'aspect conjoncturel, on va essayer de se placer d'un point de vue du consommateur. Alors évidemment, pour sortir un bâtiment de terre, il va nous falloir du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé sur les terrains sur ces dernières années? Eh bien, structurellement, ils se sont raréfiés et la conjoncture, notamment par la loi de la ZAN, a fait que cette raréfaction s'est accélérée. Et donc, on a eu une augmentation du prix du terrain, qu'il faut donc répercuter sur le prix de vente. Mais ce n'est pas suffisant. En plus des terrains plus chers, la crise sanitaire est arrivée par là en 2020. Et en 2020, au sortir du premier confinement, tout le monde s'est rué sur l'immobilier. Et donc, les matériaux ont commencé à manquer et la chaîne d'approvisionnement internationale s'est un petit peu déréglée. Tout ça a conduit à une augmentation des prix des matériaux. Et honnêtement, j'en sais quelque chose parce que, avant d'être dans l'immobilier, j'étais dans la revente de matériel de construction axé principalement sur les travaux publics. Et donc, je peux vous affirmer qu'on avait des augmentations annuelles, on va dire normales, d'environ 1 ou 2% sur à peu près toutes les gammes, que ce soit le plastique, le béton, le cuivre, le laiton ou encore la fonte. Et là, d'un coup, tout a augmenté. Et évidemment que dans le bâtiment, ça s'est ressenti également. On a donc eu un problème pour approvisionner correctement les chantiers, notamment au travers du bois, où un prix qui avait été stable pendant 40 ans s'est mis à exploser. Mais évidemment, vu qu'on a raréfié les matériaux, on a également augmenté son prix. Et le prix de ces matériaux, c'est aussi de l'énergie. Et quelle est la conjoncture au niveau des prix de l'énergie en ce moment? Je ne vous fais pas un dessin. Et honnêtement, au niveau des prix de l'énergie, c'était limite si je ne les mettais pas dans les causes structurelles. Parce que oui, en Europe, la Russie nous a coupé les vannes, nous sommes dépendants du monde au travers du pétrole, et on n'a pas encore de terres rares sous nos pieds. Le seul avantage que l'on avait, c'était le nucléaire avec une électricité qui était normalement pas chère, mais même ça, on a réussi à le saborder tout seul comme des grands, juste par idéologie. Conséquence de quoi, le prix de l'énergie a augmenté, et donc les matériaux ont augmenté également. Bref, l'inflation est arrivée. Et évidemment, lorsqu'on a de l'inflation, bien les populations s'énervent, et c'est tout à fait normal, puisqu'avec la même quantité d'argent, elles achètent moins de choses. Donc, pour calmer tout ce petit monde, les salaires ont aussi un petit peu augmenté, et notamment les salaires sur les chantiers. Et encore une fois, c'est tout à fait normal, sachant que c'est du travail qui est particulièrement difficile et qui est particulièrement pénible. Mais tout ça a un impact sur le prix global de la construction. Pour vous donner un ordre d'idée, un bâtiment pour le sortir de terre, ça coûte environ entre 1900 et 2500 € hors taxe par mètre carré pour le sortir de terre. Évidemment, à ça, il faut rajouter les différentes composantes qu'on a vues juste avant. Mais dans la conjoncture, jusqu'à la mi-2022, la demande était encore soutenue par les taux d'intérêt. Et comme on l'a vu juste avant, l'inflation est arrivée. Et pour calmer l'inflation, qu'est-ce que l'on fait? On augmente les taux d'intérêt. Et d'un coup, des taux d'intérêt qui étaient ultra agressifs avec des taux à 1%, sont montés jusqu'à octobre l'an dernier à 4,5%, pour aujourd'hui redescendre aux alentours des 4%. Mais lorsque l'on passe de taux de 1 à 4 en l'espace de 18 mois, eh bien on désolvabilise la demande de pas moins de 25%. Donc d'un côté, nous avons des constructeurs qui doivent construire à des prix toujours plus élevés, et de l'autre côté, on a une demande et des acquéreurs qui ont moins d'argent, qui ont moins de pouvoir d'achat, qui ont moins la capacité de s'endetter, parce qu'à ce moment-là, les apports demandés ont été astronomiques. Et donc, toutes les personnes qui avaient un projet de résidence principale dans le neuf se sont retrouvées exclues du marché. Conséquence de quoi, il y a eu une annulation en cascade des réservations des appartements. C'est d'ailleurs bien 2023, on a eu le record d'annulation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a des stocks pas possibles sur beaucoup de programmes. Parce que tout simplement, toutes les personnes qui étaient en résidence principale et qui voulaient se faire plaisir avec un appartement neuf, histoire d'éviter les problèmes de construction, ne pouvaient plus acheter et se sont retrouvés à annuler leur contrat. La demande pour les résidences principales, en tout cas, sur ces programmes-là, a été littéralement sabrée. Alors évidemment, avec cette perspective, pour sortir du bâtiment alors qu'il vous en reste encore beaucoup sur les bras, vous vous doutez bien que c'est quand même plus compliqué. Et les promoteurs se servent souvent de la réservation de nouveaux logements pour financer la fin des anciens. Mais si vous n'avez plus de nouveaux logements qui sortent, eh bien à ce compte-là, vous avez un vrai problème. Vous allez me dire, mais il n'y a pas que les résidences principales qui dopent l'immobilier neuf, il y a aussi les investisseurs. Eh bien effectivement, les investisseurs ont pendant longtemps soutenu cette construction. Seulement voilà, ils ont eu le même problème que les gens qui faisaient ça pour de la résidence principale. Eux aussi ont été désolvabilisés sur l'argent qu'ils ont emprunté de 25%.
Et eux aussi ont dû subir le fait qu'on leur a demandé régulièrement d'augmenter un petit peu plus l'apport qui était demandé à la base, parce que lorsqu'une banque demande plus de sous pour financer votre projet immobilier, la banque pense tout simplement qu'elle doit être plus défensive et qu'elle doit reconstituer ses stocks de liquidités. Ça laisse supposer donc qu'elle table sur le fait qu'elle a un marché qui est baissier. Vous allez me dire, quand on est investisseur, de toute façon, on n'achète pas forcément pour faire de la plus-value. Et c'est vrai que la plupart des gros investisseurs, le médecin, l'avocat, le chirurgien, bref, toutes ces professions-là faisaient un investissement pas spécialement en tablant sur une plus-value potentielle. Parce que effectivement, lorsque vous achetez 30% au-dessus du marché, vous espérez que dans 10 ans, le marché local aura rattrapé le prix d'achat et qu'au moins vous arriverez à retrouver vos petits. Mais dans la conjoncture actuelle, ce n'est plus du tout garanti. Évidemment, quand on est investisseur, on ne joue pas non plus pour le cash flow, parce que de toute façon, lorsqu'on est encadré par des lois Pinel ou différentes lois de défiscalisation, votre loyer est capé, vous devez louer en nu, et donc vous avez une fiscalité qui est absolument énorme sur les revenus fonciers. Ça veut donc dire que d'un point de vue philosophique, de toute façon, vous allez payer quelque part pour avoir des locataires, puisque votre investissement va vous coûter tous les mois. Il est très rare de trouver des programmes neufs où en mettant 20% d'apport, vous arriverez à faire mensualité égale loyer. Ça n'existe presque pas. Donc pour toutes les stratégies cash flow, de toute façon, pareil, l'investisseur institutionnel ne le fait pas. Mais il avait au moins la capitalisation. Je mets 20% d'apport, j'essaye de retrouver à la vente le prix auquel je l'ai acheté, je fais un effort d'épargne de 300 € par mois, mais à la fin des fins, mettons que j'ai acheté 200 000 et que j'ai mis 20 000 € d'apport, les 160 000, je pourrais les récupérer lorsque je vendrai. Sauf que d'un coup, les demandes d'apport sont beaucoup plus fortes. Et ce n'est plus 20% qu'on demande, mais par exemple 50%. Je l'ai vu dans certains cas. Et d'un coup, ce produit que vous vouliez acheter avec 40 000 €, vous devez l'acheter avec 100 000. Et la donne n'est plus du tout la même. Mais ça pouvait encore passer parce que vous aviez ces fameuses réductions d'impôts. Vous pouviez au moins défiscaliser dans la mesure où vous offriez du logement, l'État vous permettait de réduire un petit peu votre impôt sur le revenu. Même ça, l'État s'est dit qu'il allait le supprimer. Bref, quand on est investisseur, on ne gagne plus sur la capitalisation, on ne gagne plus sur la plus-value, on ne gagne pas sur les stratégies cash flow, et là maintenant on ne gagne même plus sur la fiscalité. Tout faux. Et vous avez des programmes neufs qui étaient financés à 80% par des investisseurs, juste pour faire de la location. C'est pas compliqué, tous ces investisseurs, avec des rendements qui de toute façon étaient en dessous des 1% dans les grandes villes, les 100 000 € d'épargne qu'il avait, il avait tout simplement meilleur temps de le mettre sur des comptes à terme parce que les comptes à terme, eux, augmentaient. Bref, les investisseurs ont arrêté et ont boudé les programmes neufs. Et ce qui a également accéléré la chute des promoteurs de biens immobiliers. Voilà ce qui se passe un petit peu au niveau conjoncturel. Et voilà un petit peu toutes les raisons qui expliquent que l'immobilier neuf a subi et va subir une correction absolument incroyable. Dans certains secteurs, vous avez des promoteurs qui baissent les prix tout simplement pour solder les programmes et pour faire rentrer de la liquidité et solder les lignes de crédit. Et dans des cas bien particuliers, vous avez de l'immobilier neuf qui se rapproche curieusement de l'ancien. Et d'un coup, il peut être intéressant d'acheter effectivement 5% plus cher pour un bâtiment qui vient d'être sorti de terre plutôt que sur le même secteur, un bâtiment qui est ancien et qui aura sûrement des petits travaux de rénovation à faire à droite à gauche au cours du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là sur certains programmes dans certains secteurs de France. Donc si vous êtes concerné par ce type de phénomène et que vous êtes acquéreur, écoutez, j'ai envie de vous dire, essayez de voir si à côté de chez vous, il n'y a pas un programme neuf avec un promoteur qui bat un peu de l'aile, parce que vous pouvez aussi faire vos emplettes chez les constructeurs qui ont besoin de solder leur ligne de crédit. La situation, elle en est là. Alors évidemment, cette crise du bâtiment peut avoir des conséquences assez catastrophiques sur le long terme. La pénurie de logements à la location va continuer à s'aggraver. Nous manquons de logements en France dans bien des secteurs. Si la situation ne s'améliore pas, ce sera donc toujours pire. Si la fiscalité reste là où elle en est, notamment au niveau des taxes foncières, beaucoup de locataires vont se dire écoutez, ça, c'est bien plus rentable de rester en location que de me retrouver propriétaire à payer un crédit qui sera plus cher que ma location et en plus à me retrouver avec une taxe foncière qui fait parfois dans certaines communes x2. Bref, le marché de la location va rester grippé si le marché de la transaction et du neuf reste grippé. Et donc toutes ces raisons sont conjoncturelles parce que peut-être que l'on va trouver une solution pour faire baisser le prix de l'énergie, peut-être que les matériaux vont retrouver des prix plus normaux comme des prix, on va dire, d'avant crise sanitaire. Je ne table pas forcément là-dessus. Peut-être que les taux vont redescendre aux alentours des 2,5.
On n'en sait rien. Peut-être que l'État va lâcher un peu la bride des propriétaires bailleurs pour un petit peu plus les inciter à louer leur logement. Mais en tout cas, la crise de l'immobilier neuf, c'est tout ça à la fois. C'est à la fois des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles. Et c'est vrai qu'on a parfois un petit peu l'impression que les planètes se sont alignées sur l'immobilier de manière générale pour vraiment créer une super crise. On verra bien ce que ça donne. J'espère que les promoteurs s'en sortiront. J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. Et comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, vous avez le programme Startimo qui est en description. C'est une formation immobilière de plus de 7 heures de vidéos de cours. Donc ne vous gênez absolument pas, il y a juste à mettre son mail. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!